Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances, bien sûr. Vous avez été très rapidement ministre des Armées. Ça a révélé aussi les dissensions qu'il peut y avoir dans ce gouvernement. Vous avez publié Le Temps d'une décision chez Gallimard, qui est un récit de votre parcours, un récit aussi qui montre votre regard sur la France et son avenir, avec le caractère littéraire. C'est vrai que vous aimez la littérature, vous aimez les mots, et vous dites les mots, c'est pas un combat, c'est pas la guerre, mais les mots sont importants. D'abord, un mot peut-être sur l'actualité, mais comme tout un chacun, vous suivez la Coupe du Monde. Vous voyez la France là. Est-ce que ça suscite un élan, cette équipe de France autour d'Mbappé, qui est en train de créer finalement l'événement? Bien sûr, c'est que du bonheur à regarder, à voir, à partager. Et je suis convaincu qu'ils gagneront cette Coupe du Monde. Je ne vois pas ce qui peut arrêter aujourd'hui l'équipe de France. Elle est phénoménale dans son agilité, dans sa facilité, dans sa rapidité. Et puis, il y a des moments qui sont très émouvants. Le moment où Mbappé tombe dans les bras de Deschamps hier après le premier but, parce qu'on l'a attendu, ce premier but, après tous les poteaux qu'on s'est pris. Franchement, c'est bouleversant. Donc voilà, c'est que du bonheur et ça va nous mener à la victoire. Oui, on se souvient 98, Jacques Chirac. Et c'est vrai que là, il y a des moments... Il faut en tirer, à mon avis, aucune conséquence politique. Oui. Je pense qu'il faut laisser le sport au sport. C'est un moment sportif qui montre les qualités exceptionnelles du sport français, du sport de haut niveau, notamment en football. Je me méfie toujours parce que je l'ai connu, ce moment où... on tire des conséquences politiques à partir de la victoire en Coupe du Monde et je pense qu'on se trompe quand on fait ça. C'est un moment de sport et il faut en profiter comme un moment de sport. Oui, même s'il y a quand même un rassemblement de la France à un moment donné. C'était vrai en 98. Ça montre une chose simple, c'est que quand la France est rassemblée, elle est plus forte. Mais là, pour le moment, profitons vraiment de ce moment sportif qui est aussi, je trouve, un grand moment humain, un grand moment de talent, un grand moment de générosité. Mais c'est important d'être fier d'être français. On l'est quand on voit une équipe comme ça. Mais au fond, d'être fier d'être français. Vous avez prononcé un mot qui est essentiel. La grande question, la plus grande question politique pour moi, c'est la fierté française. Le défi politique aujourd'hui, oui, il y a des défis économiques, des défis financiers, il faut y répondre, bien entendu. Mais le plus grand défi français, c'est de retrouver notre fierté. C'est quelque chose d'être français. C'est quelque chose d'être le dépositaire d'une histoire de plusieurs siècles, d'être dépositaire d'un espoir, parce que la France est aussi l'universel, d'être dépositaire d'une langue, d'une culture. Et ça doit nous animer au fond de chacun d'entre nous. Cette fierté qu'on a devant un match de foot, devant l'équipe de Kylian Mbappé, nous devons l'avoir devant la citoyenneté française. Oui, mais alors, on va parler ensemble de l'avenir, évidemment, de votre vision de l'avenir, comment finalement redresser, parce que vous avez un diagnostic finalement assez dur, peut-être réaliste de la situation de la France aujourd'hui. Un mot sur l'euthanasie. C'est peut-être la dernière loi, grande loi sociétale sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ça symbolise quoi, selon vous? Alors, elle est à l'Assemblée nationale, au Sénat, elle va être retoquée, mais elle va finalement être votée à l'Assemblée, et c'est des conséquences très importantes. Moi, je suis favorable à l'aide à mourir, dès lors qu'elle soulage des souffrances physiques ou psychologiques qui sont insupportables. Je l'ai connu, comme beaucoup d'autres, avec des proches. Je vois ce que ça peut représenter, ce que ça peut déstabiliser au plus profond de chacun d'entre nous. Donc je pense que l'aide à mourir, c'est une chose qui est extraordinairement attendue par beaucoup de nos compatriotes. Je regrette que sur certains points du texte, il n'y ait pas des voix qui aient été entendues, que ce soit sur le droit de réserve des congrégations religieuses. Très franchement, ça ne coûtait pas grand-chose de leur faire droit, par exemple. Je regrette que des délais de consultation, des réflexions n'aient pas été plus longs. Philippe Juvin, qui a fait un travail remarquable. 2 jours. Je pense que c'est trop court. Je suis pas, une fois encore, je parle avec beaucoup de prudence, mais j'ai écouté les responsables des soins palliatifs, j'ai écouté des médecins. Je pense qu'il aurait été plus raisonnable d'avoir un délai plus long, et Philippe Juvin a eu des mots très justes là-dessus. Je regrette également que sur les soins palliatifs, on n'étende pas davantage ce que les responsables de centres de soins palliatifs vous disent sur les besoins dans les territoires. Parce que je rappelle que ce qui était prévu, c'est qu'il y ait l'aide à mourir. Oui, je le redis, j'y suis favorable. Mais aussi un développement beaucoup plus important et beaucoup plus rapide de l'offre de soins palliatifs sur le territoire. Donc ce n'est pas parfait. Il reste encore beaucoup à faire. Il y a des modifications qui peuvent encore être apportées. Mais ça me semble répondre à une attente profonde du peuple français. Oui, alors... Il n'y a pas de rapport direct, mais il y a eu un discours d'Emmanuel Macron, quasiment au même moment où cette loi a été votée à l'Assemblée nationale, sur la peine de mort. Le ministre de l'Intérieur refuse de parler d'ensauvagement, ce que fait celui qui l'a précédé, Bruno Retailleau.
il parle d'ensauvagement. Il y a véritablement, le débat sur la peine de mort peut être relancé selon vous, et est-ce qu'il y a véritablement, on peut parler d'ensauvagement aujourd'hui de la société française? Je pense que le débat sur la peine de mort est un débat totalement inutile. Il a été tranché par le peuple français, tranché par les représentants du peuple français, et revenir en arrière serait une régression considérable. Vous ne répondez pas à la violence par la vengeance, parce que la vengeance appelle toujours plus la vengeance. C'est la justice qui répare, ce n'est pas la vengeance. Ensuite, je me méfie aussi des mots valises. Ensauvagement, sauvageon, ça ne permet pas de penser ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, c'est effectivement la multiplication d'actes de violence de la part de mineurs qui sont extrêmement préoccupants et qui appellent une réponse à la hauteur. Ce n'est pas uniquement un mot, c'est une réflexion sur ce qui arrive aujourd'hui à nos jeunes. Le développement de la violence gratuite, de la violence pour rien, c'est le drame de Louis. La majorité pénale, ça veut dire qu'il faut revoir l'excuse de minorité. Il faut regarder quelle réponse nous apportons systématiquement au premier acte de violence, au premier mot de violence. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que malheureusement, la réponse est encore trop lente et pas toujours suffisante. Il faut montrer que la règle s'applique à tous, partout sur le territoire, et que la tolérance est zéro, y compris pour les mineurs. Donc il faut construire des prisons. Oui, bien sûr, il faut construire des places de prison. On a pris du retard là-dessus, on le sait bien. N'écartons pas le problème des moyens de la justice. Ils ont été augmentés depuis 7 ans grâce à la majorité, mais il reste encore beaucoup à faire pour que la justice ait les moyens nécessaires. Et puis allons au cœur du problème, c'est-à-dire la manière dont les jeunes, aujourd'hui, se parlent entre eux, échangent entre eux, établissent des relations entre eux, et quel rapport ils ont avec la réalité. La déréalisation de ce qui vous arrive des relations personnelles par les réseaux sociaux et par le temps invraisemblable à passer sur les écrans et l'absence de maîtrise de la langue qui permet d'atténuer la violence, de tempérer la violence. Ça, c'est des sujets de fond qui sont peut-être de plus long terme, mais qui sont absolument indispensables à traiter. Il faut une réponse très ferme, pénale. Mais il faut aussi aller au fond du sujet, c'est-à-dire la manière dont notre éducation, aujourd'hui, ne permet pas aux jeunes de dialoguer, d'échanger de manière sereine et pacifique pour se comprendre les uns les autres. Mais l'affaire Liana, aujourd'hui l'affaire du jeune Louis, il y a des affaires où on voit que la justice parfois a failli. Et on voit bien, le ministre de la Justice l'a dit, même si ça a provoqué la fronde des magistrats, au fond, la justice n'est pas assez sévère, où il faut revoir les lois que votent les députés? Je pense que l'affaire est trop grave et elle a bouleversé beaucoup trop nos compatriotes pour la résumer simplement en disant la justice a failli. Oui, il y a eu des fautes et elles devront être sanctionnées, j'ai aucun doute là-dessus. Mais allons là aussi au fond du problème. Le premier problème que nous avons, c'est la manière dont on écoute et dont on respecte la parole des enfants, à tous les niveaux. Systématiquement, on pense que l'enseignant, le professeur, la personne d'autorité ou celui qui était en contact avec les enfants, sa parole vaut plus que celle des enfants. Il va falloir qu'on opère une véritable révolution culturelle pour donner à la parole des enfants la place qu'elle mérite. Il faut qu'il y ait des échanges d'informations entre toutes les administrations. Il n'est pas normal qu'entre le collège, le lycée, l'école, la justice, la gendarmerie, la police, il n'y ait pas un seul fichier commun où on échange des informations. Et on utilise l'intelligence artificielle pour croiser des informations, les faire remonter et signaler immédiatement le moindre comportement déviant en matière de pédocriminalité. Je dis bien le moindre comportement déviant. Et qu'ensuite on en tire les conséquences en ayant une politique pénale qui soit rigoureusement appliquée. Et pour que cette politique pénale soit rigoureusement appliquée, il faut qu'il y ait un chef. Ce chef, c'est le garde des Sceaux. Pour qu'il puisse être le chef, il faut qu'il puisse donner des instructions au procureur. Je suis donc favorable à ce qu'on revienne sur la loi de 2013 qui supprime les instructions du garde des Sceaux au procureur pour que le garde des Sceaux puisse envoyer, adresser des instructions au procureur et s'assurer que la politique pénale est rigoureusement appliquée. Oui, dans ce livre, Bruno Le Maire, vous dites, au fond, je veux traduire, on investit trop en France sur le président de la République qui arrive comme un sauveur et qui finit son mandat comme un paria. C'est le mot que vous employez. Et vous dites, pour en parler aussi, vous voulez un changement de constitution, vous voulez revoir un certain nombre de choses, y compris au niveau européen, créer une nouvelle fédération d'États, vous voulez changer beaucoup de choses. Vous dites au fond, aujourd'hui, le pays, la France, est à la dérive. Je dis qu'on a un problème qui se résume en un seul mot,
c'est la responsabilité. Qui est responsable de quoi ? Notre système est devenu tellement complexe, on renvoie tout tellement au président de la République, que plus personne n'est responsable de rien. Et quand plus personne n'est responsable de rien, pardon de vous le dire, le pays fout le camp. Et il n'y a plus d'État. Donc je suis pour qu'on redéfinisse les responsabilités. Le garde des Sceaux, il est responsable, donc il donne des instructions au procureur. Sur des sujets plus légers, le ministre de la Culture, il est responsable des nominations, par exemple, à la tête de l'établissement public de Versailles. Donc c'est lui qui nomme celui ou celle qui peut être le mieux à même de diriger Versailles. Ça ne remonte pas au président de la République. S'agissant des politiques locales, c'est aux collectivités locales de prendre les décisions et de disposer des moyens pour mettre en place ces décisions. Je suis donc favorable à une redéfinition de l'organisation territoriale de notre pays autour de 3 échelons, l'État, la région, le bloc communal, rien de plus. Et je suis favorable à ce qu'on donne l'autonomie fiscale aux régions comme au bloc communal pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. C'est ça le cœur du sujet. Qui est responsable de quoi ? Oui. Là, le citoyen s'y retrouvera. Et là, on pourra peut-être commencer à réinventer un modèle plus efficace. Mais un modèle démocratique, parce que c'est la démocratie qui est en crise. Vous dites qu'il faut réinventer le référendum. Mais la démocratie est en crise. Il faut redonner la parole au peuple. C'est-à-dire la démocratie, il y a une crise. La démocratie est en crise. On va parler des élections présidentielles. On a l'impression que les électeurs ne se sentent plus représentés ou se désintéressent de la politique. La démocratie est en crise parce que l'organisation est infiniment trop complexe. Personne ne s'y retrouve. On ne sait jamais, je le redis, qui est responsable de quoi. Dans une démocratie, le cœur de la démocratie, c'est rendre des comptes. Vous avez été élu, vous avez du pouvoir, vous rendez des comptes. Mais si on ne sait pas qui est responsable de quoi, vous ne pouvez pas rendre de comptes. La deuxième chose qui fait la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc oui, je suis favorable à ce qu'au niveau national, comme au niveau local, on puisse recourir beaucoup plus facilement au référendum. Des référendums sur quoi, par exemple ? Sur l'immigration ? Sur l'immigration, aujourd'hui, ça paraît difficile. Ça ne me paraît pas difficile. Mais il faut réformer la Constitution. N'hésitons pas à changer la Constitution là où c'est nécessaire. Moi, je suis favorable non pas à une autre République, mais je suis favorable à une nouvelle 5e République, dans laquelle l'utilisation du référendum sera beaucoup plus simple, beaucoup plus souple, au niveau national comme au niveau local, et donnons droit à ce qui avait été une des grandes revendications des Gilets jaunes, le référendum à l'initiative des citoyens sur les sujets sur lesquels les citoyens estiment qu'ils veulent s'exprimer. C'est promis depuis longtemps, Bruno Le Maire, à chaque fois. Eh bien, une élection nationale, à la fin, ça ne se fait jamais. Une élection nationale, c'est fait pour mettre en œuvre les promesses qui ont été faites. Oui, mais là, il y a beaucoup de candidats. C'est vrai. Alors, on a les dates déjà pour commencer. On a la date de l'élection présidentielle, donc les 25. Donc ça va être donc au mois d'avril l'année prochaine, et le deuxième tour sera le 2 mai, c'est-à-dire le lendemain de la fête du travail. Il y aura des manifestations traditionnelles. Certainement, la gauche va se mobiliser. On ne sait pas qui sera au second tour. Peut-être si M. Bardella y est, on va avoir des manifestations dans une période normalement où le silence est requis la veille d'une élection. Vous pensez que c'est un bon choix du président de la République d'avoir choisi le 2 mai pour le deuxième tour de l'élection présidentielle ? Le choix il a été fait. Je ne vais pas commenter des choix qui relèvent certainement de critères que je ne connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va couler de l'eau sous les ponts d'ici le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Et si on veut que l'eau qui coule sous les ponts soit utile, il est bon de présenter ce que l'on veut pour le peuple français, ce qu'on veut pour la nation française. N'ayons pas peur du débat démocratique. Nous avons besoin de savoir, à un moment de bouleversement technologique, géopolitique, comme on en connaît un par siècle ou tous les 2 siècles, l'émergence de la Chine, la puissance de l'intelligence artificielle, les États-Unis qui nous tournent le dos, le retour de la guerre en Europe, tout ça, c'est des bouleversements qui inquiètent légitimement nos compatriotes. La responsabilité politique, c'est de dire « voilà où je vais vous emmener. Voilà ce que peut être la France ». Moi, j'ai la conviction absolue que s'il y a bien une nation qui est bien armée aujourd'hui pour réussir au XXIe siècle, c'est la France. Pourquoi ? L'intelligence artificielle, les nouvelles technologies vont faire le partage du monde entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Qui est bon sur les nouvelles technologies ? Qui a les meilleurs scientifiques, les meilleurs chercheurs, les meilleurs laboratoires, les meilleures usines ? C'est la France. Donc saisissons-nous de ce sujet, de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de la production de logiciels sur laquelle malheureusement on a pris trop de retard, pour être la première nation technologique
d'innovation en Europe. Mais il y a beaucoup de candidats, j'allais dire, dans l'axe politique qui est le vôtre. Bruno Le Maire, alors Bruno Retailleau peut-être, Gabriel Attal, Édouard Philippe. Au fond, qu'est-ce qui explique, peut-être le maire de Cannes, David Lisnard, qu'est-ce qui explique que tous ces candidats-là aient une justification à devoir se présenter? Ils ont des idées qui sont les mêmes. C'est la démocratie, je ne pense pas du tout qu'ils aient les mêmes idées. Et je redoute par-dessus tout ce réflexe un peu défaitiste qui consiste à dire il faut qu'on se précipite pour avoir un seul candidat au risque d'étouffer le débat démocratique. On a besoin de ce débat démocratique. Et je trouve que c'est très bien qu'un David Lisnard qui a des idées très claires, on les partage ou on ne les partage pas, mais il a des idées très claires sur la manière dont il veut organiser l'État, la société, qu'il puisse débattre avec un Bruno Retailleau qui a des positions différentes, un Édouard Philippe qui a encore des positions différentes, ou un Gabriel Attal. Un seul candidat. Mais à un moment donné, les Français choisiront. C'est qu'à un moment donné, parmi tous ces candidats, y compris ceux que je n'ai pas cités, eh bien, il y en a un qui fera le trou, qui créera la percée, parce que c'est lui qui aura rencontré le soutien et les attentes des Français. Ça s'appelle la démocratie. Et vraiment, je recommande que nous n'ayons pas peur du débat démocratique. Je crois que je comprends l'inquiétude. Je vois bien nos électeurs qui nous disent il y a le Rassemblement national d'un côté, il y a LFI de l'autre, dépêchez-vous de dégager un candidat. Mais si on a un candidat et qu'on n'a pas de projet, et si notre candidat est un candidat par défaut, nous serons battus. Donc je préfère qu'il y ait un vrai débat démocratique sur ce que nous voulons pour le pays, jusqu'à ce qu'on trouve la voie qui correspond à l'attente d'une majorité de nos compatriotes, plutôt qu'on se précipite pour s'enfermer dans une option qui ne sera pas forcément la bonne. Pour vous, personne ne se détache, pas même Édouard Philippe qui est donné en tête? Mais je regarde comme n'importe quel autre citoyen, je vois qu'il y a beaucoup de candidatures légitimes, avec des candidats qui disent des choses utiles, intéressantes, tous, que ce soit Édouard Philippe, Gabriel Attal, vous avez cité le maire de Cannes qui dit des choses aussi qui sont, je trouve, très intéressantes et très solides. Laissons ce débat se poursuivre. Ne nous précipitons pas pour nous enfermer dans le choix d'un candidat dont on pourrait se dire dans 2 ou 3 mois, finalement, c'est pas celui-là qu'on aurait voulu avoir. Mais vous, Bruno Le Maire, on n'entend pas vos idées. Finalement, il ne représente pas vos idées. On les a notamment dans ce livre, Le temps d'une décision. Il y a un certain nombre d'idées. Est-ce qu'à un moment donné, justement, une décision il y a un certain nombre d'idées, serait d'être candidat? C'est plus que des idées, c'est des convictions qui sont chevillées au corps et qui sont nourries par 30 années d'expérience publique. Et nourries aussi par les 2 années que je viens de passer dans une entreprise qui fait des semi-conducteurs, qui s'appelle ASML, dans une entreprise privée. J'ai un certain nombre de convictions qui ne sont pas partagées aujourd'hui par les candidats que je viens de citer. Il faut une fédération d'États-nations en Europe pour résister, 6 États, pour résister à la Chine et aux États-Unis. Je ne vois pas cette idée ailleurs. Il faut changer complètement l'organisation des pouvoirs dans notre pays et mettre fin à la monarchie technocratique, c'est-à-dire le contrôle de l'État par des hauts fonctionnaires qui ne rendent de compte à personne. Je ne vois cette idée nulle part ailleurs. Il faut reprendre l'idée de référendum d'initiative citoyenne pour donner la parole au peuple. Je ne vois cette idée nulle part ailleurs. Voilà 3 idées qui sont des convictions chevillées au corps, qui sont nourries par des années et des années d'expérience, qui me paraissent indispensables pour que le pays puisse retrouver son unité et son ambition. Voilà, je vais continuer à les défendre. Mais si ces idées-là ne sont pas représentées, qu'est-ce qui fait? Vous y allez? Nous verrons, il n'est jamais trop tard pour faire comprendre à chacun que avoir la parole donnée au peuple beaucoup plus régulièrement, mettre fin à un système politique qui est mort. Il est mort, ce système politique, ces gouvernements avec 45 ministres, le président qui décide de tout, les hauts fonctionnaires qui ne rendent de compte à personne et qui considèrent qu'ils ont 30 ou 40 années devant eux où ils pourront avoir le job qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent et qui se recassent quand ils veulent, où ils veulent, entre eux. On n'en peut plus. Les Français n'en peuvent plus de ces gens qui ne rendent de compte à personne. Donc si on ne met pas fin à ce système, nous aurons le RN ou LFI et ce sera notre faute. Si on ne comprend pas que ça ne sert à rien de mener une politique industrielle nationale, si nous ne sommes pas capables, en fédération d'États-nations, de résister à la Chine, d'imposer des tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois, de taxer à 100 € les petits colis et pas à 2 € au niveau national, et que c'est la seule façon de ne pas avoir toute notre industrie écrasée par l'industrie chinoise, par les surcapacités industrielles chinoises et par la sous-évaluation de la monnaie chinoise, on n'a rien compris. Donc je me battrai avec vraiment la rage au ventre
pour défendre ces convictions auxquelles je crois, parce qu'elles sont bonnes pour notre pays et elles sont nécessaires pour les Français. Oui, alors Bruno Le Maire, au début du livre, Le temps d'une décision, vous racontez des échanges avec les Français. Et à un moment, il y en a un qui refuse de vous serrer la main dans un restaurant ou je ne sais où, qui vous dit « Bah non, vous avez 1000 milliards de dettes, c'est vous ». Et donc, vous allez retourner la situation. On a envie de vous dire, depuis, et c'est un des arguments que vous employez, depuis que je suis parti du ministère, il y a 400 milliards de dettes en plus. Donc vous dites que ce n'était pas vraiment moins. Et moi, vous je prends dites mes même responsabilités, que Macron mais a fait moins de dettes que Hollande. J'aurais aimé qu'en partant, la dette s'arrête. Et le compteur de la dette s'arrête. Parce que ça va vous dire, ah oui, la dette, c'était Bruno Le Maire, il suffit qu'il parte et les choses s'améliorent. Ben non. C'est pas que ça s'améliore, c'est que ça se détériore. C'est le système, alors. C'est un système qui s'appelle l'État-providence, qui est un système complètement à bout de souffle, qui redistribue de l'argent en veux-tu, en voilà, qui fait que la dette est désormais hors de contrôle. Oui, donc et c'est pour moi une préoccupation très forte, parce que vous n'avez plus le Covid, si je ne me trompe pas. Vous n'avez plus la pandémie, si je ne me trompe pas. Mais il y a toujours on n'est plus la retraite, en période d'inflation à oui. 5 ou 6%, si je ne me trompe pas. Et pourtant, l'année prochaine, vous allez probablement avoir 6% de déficit, et on va avoir une charge d'intérêt de la dette qui va approcher les 100 milliards d'euros. Donc c'est vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas dans le système même. L'OCDE aujourd'hui dit qu'il faut dépasser les 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Moi je dis d'abord que nous avons un problème de système qui est lié à l'État-providence. Et que si nous n'abandonnons pas l'État-providence pour avoir un État qui protège réellement ceux qui en ont besoin et qui assure notre sécurité, vous n'y arriverez pas. Je dis qu'il est indispensable de réduire la dépense sociale et indispensable de désindexer un certain nombre de prestations, y compris les retraites de ceux qui ont les meilleures retraites, si vous voulez rétablir les comptes publics dans notre pays. Je dis qu'il faudra travailler plus longtemps et que 65 ans me paraît une première étape, comme âge de référence. Si vous voulez partir plus tôt, vous aurez une décote, et si vous partez plus tard, vous aurez votre retraite à taux plein. Il ne faut pas fermer la porte à ce que dans une deuxième étape, peut-être vers 2040, 2045, nous allions jusqu'à 67 ans. Les gens sont prêts à entendre un discours comme ça, à voter pour quelqu'un qui tient un discours comme ça? C'est peut-être pour ça que lorsque je vous parle, je ne suis pas candidat, c'est que ça me donne une liberté totale pour vous dire, instruit par l'expérience, ce qui permettra au pays de se relever. Ce qui permettra au pays de se relever, c'est si nous travaillons tous, collectivement, davantage. Si les jeunes, on oublie d'en parler, rentrent plus facilement sur le marché du travail, c'est-à-dire si on transforme notre système éducatif pour avoir moins de jeunes qui vont vers des diplômes qui ne leur permettent plus d'avoir un job correctement payé, mais des travaux manuels, de l'apprentissage, qui permettront, eux, de donner des jobs bien payés, qui ne seront pas menacés par l'intelligence artificielle. Et à l'autre extrême de l'échelle, oui, inciter à travailler plus longtemps. Mais vous dites, si on ne prend pas ces décisions souverainement, il va se passer un accident. Vous dites un accident industriel, on va dire. Mais je l'écris. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quoi? Un scénario à la grecque? Je l'écris dans le livre, je le redis avec beaucoup de gravité. Tout ce que nous ne ferons pas nous-mêmes, rapidement, sur les questions de dépenses publiques, de déficit et de dette, nous sera un jour ou l'autre, et peut-être d'ici la fin de l'année, imposé par les marchés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tous les 15 jours, tous les mois, vous levez de la dette, il faut que vous financiez votre dette. Je l'ai fait pendant 7 ans comme ministre des Finances. Un jour, vous pouvez avoir des créanciers qui disent, écoutez, franchement, on n'y croit plus à la capacité de la France à rembourser sa dette. Donc, on n'achète plus la dette française. Là, vous vous retrouvez avec un vrai problème de financement, un trou dans la caisse, il n'y a plus l'argent. Qui vient à votre secours? La Banque Centrale Européenne. Comment vient-elle à votre secours? Elle vient à votre secours en disant, écoutez, moi, je finance votre dette, puisque les créanciers ne veulent plus le faire, mais c'est à mes conditions. Et là, la Banque Centrale Européenne nous imposera les conditions que nous n'aurons pas eu le courage de mettre en œuvre nous-mêmes. C'est précisément ce que je veux éviter. Vous dites, Bruno Le Maire, on va terminer là-dessus, dans ce livre, Le temps d'une décision chez Gallimard, vous citez, pour parler de votre amour de la France, la réplique de Piccoli à Brigitte Bardot dans Le Mépris, le film de Godard, où il dit « Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement ». Alors, le mot « tragiquement », c'est ça aussi, la France, ça peut être tragique? Bien sûr. Je vous recommande un livre magnifique que j'ai lu récemment, qui est le livre de Michel Vinocq sur la Commune. C'est un très beau livre sur ce qui est malheureusement un des classiques de l'histoire française, la guerre civile. 1871, c'est un moment de guerre civile entre les Français. Donc il y a dans l'histoire de France des pages tragiques. J'aimerais vraiment, je pense que c'est un des grands enjeux de l'élection à venir,
que nous accomplissions le changement de modèle qui est indispensable, politique, économique, social, sans tragédie. Merci. Bruno Le Maire, Le temps d'une décision qui est publié chez Gallimard. Merci infiniment. Merci à vous. Bruno Le Maire d'avoir été notre invité aujourd'hui.